publication qui va suivre. Mais si personne ne s'abonne, si personne ne fait des dons, il n'y aura plus de publication. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons continuer. Manipulation des masses et guerre psychologique de 5e génération A. Edouard Bernès n'a rien à envier aux communicants et autres journalistes qui ont permis de mettre en place Covid-19 et tout ce qui s'est passé autour. Alors certains diront, pourquoi encore parler de tout cela? C'est fini, c'est l'été indien, tout va bien. Eh ben, c'est que ce qu'ils ont mis en place, tout ce qu'ils ont mis en place relève de techniques de manipulation qu'ils vont encore utiliser, qu'ils ont déjà utilisées et qu'ils sont en train de perfectionner. J'ai le plaisir d'accueillir pour nous parler dans plusieurs émissions, hein, c'est une introduction aujourd'hui, Yann Charrier. Bonjour Yann. Bonjour. Tu es psychologue du travail et des organisations spécialisé en évaluation des personnes et des systèmes. Donc tu connais bien ce qu'est un sujet pris dans un système, comment on peut manipuler les masses. C'est d'autant plus un plaisir de t'accueillir que ma formation initiale est celle de psychologue social. Et je pense que la psychologie sociale, du travail aussi, hein, qui s'en inspire, peut nous apprendre énormément sur ce qu'il se passe aujourd'hui, sur ce qu'il s'est passé depuis 2020. Et comme je disais, Edouard Bernays, hein, qui au début du XXe siècle a permis quand même que les États-Unis, je veux dire, que le public américain accepte de rentrer en guerre alors qu'ils étaient Première Guerre mondiale, alors qu'ils étaient totalement opposés à la guerre, a réussi à mettre des pianos dans les salons des bourgeois américains, a réussi à faire fumer les femmes, hein, qui quand même représentaient la moitié de la population que l'industrie du tabac n'arrivait pas à toucher. Donc la manipulation des masses, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais aujourd'hui, on a atteint, disons, une perfection dans la capacité à influencer le sujet, et notamment par la peur aussi, hein. La peur. Et donc tu as préparé tout des slides, une théorie pour nous expliquer comment on en est arrivé à partir de mars 2020 à manipuler les masses avec divers moyens. Mhm. Si tu veux, avant d'introduire le sujet, dire quelque chose par rapport à ça, pourquoi tu t'es intéressé à ça en tant que psychologue du travail, tu aurais pu rester dans l'entreprise et conseiller, parce qu'en général c'est aussi ça, la psychologie du travail dans l'entreprise, conseiller les chefs d'entreprise comment mieux se servir de leur personnel et des ressources humaines, comme ils les appellent, hein, qui est un terme de novlangue fabuleux. Dis-nous, Yann, d'où vient cette envie, ce désir de sortir du cadre de la psychologie, qui participe aussi, paradoxalement, à la manipulation des masses? Eh bien alors, je suis très content de parler avec toi, Alexandre, justement parce que tu es formé en psychologie sociale et que la psychologie sociale et la psychologie du travail sont vraiment cousins très proches. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller voir ça? C'est qu'il y a peut-être 10 ans de ça à peu près, je suis sorti du cadre de la psychologie classique pour aller chercher sur le terrain d'autres formes d'organisation humaine au travail, dans des collectifs, dans des groupes humains différents de l'entreprise capitaliste. Et il s'avère qu'en 2020-2021, j'habitais en face d'une école primaire. Et donc, j'ai vu tous ces enfants aller à l'école masqués et ça m'a parlé très fort. Sur les adultes, je n'avais pas compris. Je suis vraiment tombé dans le panneau, comme beaucoup de gens. Mais sur les enfants, là, ça m'a rappelé des vieux souvenirs et c'est de ça dont je voudrais vous parler. C'était trop, quoi, de voir les... Eh ben, ça a fait tilt, ça a fini par faire tilt, hein. Le truc, c'est que moi, ce que je vous propose, ce n'est pas d'expliquer la vérité, hein. Je ne suis pas à la recherche de vérité du tout. Moi, ce que je vais faire, c'est faire de la traduction, traduire des situations, expériences concrètes qu'on a vécues en mots psychologiques qui vont nous expliquer, qui vont nous aider à comprendre non pas la vérité, mais la réalité. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Et beaucoup de gens n'ont pas encore compris ce qui s'est passé dans la réalité. Voilà, c'est ça le travail que je propose, donc sur plusieurs épisodes. À savoir qu'est-ce qu'on nous a fait, 2, comment on nous l'a fait, et 3, d'où vient le problème au fond, le fond du problème, où est-il? Croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole. C'est une citation que tu as choisie de Simone Veil. Oui. Euh, il y en a,
il y en a beaucoup qui ont dit au fait que l'histoire officielle, il y avait deux histoires, hein. L'histoire officielle, qui n'est souvent que mensonge, et c'est intéressant parce qu'on a interviewé dans Décrypte la semaine passée Antoine Marcival, qui a écrit un livre sur 2 siècles et demi de complots, de vrais complots. Ok. Et donc voilà, il faut voir au-delà de l'histoire qu'on nous raconte. Belle citation, manipulation des masses et guerre psychologique. Allons-y, Yann. Eh bien, très bien, commençons. Donc, ça, c'est le thème qu'on va étudier en général, et cette fois-ci, plus particulièrement, on va commencer par les protocoles sanitaires. Alors, je vais commencer en vous expliquant que la psychologie est une science de l'action. Bien souvent, cette action, c'est de soigner les gens, mais ce n'est pas tout ce qu'on sait faire. On sait agir sur la personne de nombreuses façons, et là, on va en découvrir des nouvelles. Alors, un petit brin d'histoire, la psychologie telle qu'on la connaît naît autour de 1900, et on connaît tous Freud, Jung, Adler, donc qui sont des psychanalystes à la base des années 1900, et ça va aider la psychologie clinique, donc la psychologie du soin psychologique, à se développer. Mais à côté de ça, plutôt aux États-Unis, à peu près à la même époque, naît la psychologie sociale qui va connaître un grand essor, et ça, on en parlera. Ensuite, à partir des années 50 à peu près, il y a la psychologie comportementale. Alors ça va beaucoup nous intéresser parce que la psychologie comportementale n'est pas intéressée par ce qu'il y a dans ta tête. Elle est intéressée par ton comportement et comment le modifier. Hein, au début, ça commence avec des rats de laboratoire, avec un chercheur qui s'appelle Monsieur Skinner, et puis on va assez rapidement évoluer vers l'humain. Ensuite viennent les statistiques. Hein. La psychologie intègre beaucoup de statistiques et donc ça lui permet de développer son efficacité. Et à partir des années 90, on intègre l'utilisation des ordinateurs, donc des statistiques inférentielles, corrélation, extraction de facteurs, mais également des IRM et des scanners dans lesquels on te met pour analyser le fonctionnement de ton cerveau. Donc ça va beaucoup évoluer depuis un siècle. Ok, ça c'est juste pour dire où on en est. Donc là, nous, on va parler des protocoles sanitaires et j'ai découpé en 3 parties, la santé physique, sociale et mentale. Alors, la santé physique, on va parler très, très rapidement uniquement de 3 hormones. D'accord ? Dans le corps humain, il y a énormément d'hormones différentes qui ont toutes une ou des fonctions. Là, on va parler uniquement ocytocine, sérotonine et cortisol pour faire un tout petit point. Alors, l'ocytocine, elle est connue comme l'hormone de l'amour. Hein. Elle a de nombreuses fonctions. Elle est anti-stress, elle renforce le système immunitaire, elle aide à la concentration, renforce l'apprentissage, ainsi que le lien social et familial. Elle favorise la reproduction et l'allaitement. En effet, si une maman a beaucoup d'ocytocine, elle va faire plus de lait pour son petit. Elle favorise également le lien d'attachement. C'est un peu comme l'amour. Elle favorise également la confiance, l'empathie, la générosité. Donc tout ça, c'est plutôt positif pour nous. Alors, comment on fabrique de l'ocytocine ? Pour fabriquer de l'ocytocine, le corps humain, l'être humain, a besoin de gestes affectueux. Se serrer la main, s'embrasser, se faire des câlins, des caresses, mais également des actes de générosité et de la gentillesse. Et elle est absolument nécessaire dans le déploiement normal du cerveau durant l'enfance. Un enfant qui ne recevra pas d'ocytocine, ni de câlin, ni d'amour, ça ne va pas le rendre plus intelligent, malheureusement. On voit où tu veux en venir. Ah oui, je veux en venir quelque part, en effet. Ensuite, je vous propose de parler très rapidement de la sérotonine, donc l'hormone de la joie. Alors, elle a plusieurs fonctions également. Elle régule l'humeur, les comportements alimentaires et sexuels. Elle régule également le cycle veille-sommeil, la gestion de la douleur, l'anxiété, le transit intestinal et bien sûr le contrôle de l'agressivité. Donc, où on la trouve ? On la trouve dans la tryptophane. On a besoin de tryptophane pour la fabriquer. La tryptophane est un acide aminé qui est contenu notamment dans les légumineuses, comme les lentilles et les pois chiches. Mais on a également besoin de s'exposer au soleil. Hein, si tu n'as pas de soleil, tu ne pourras pas faire de sérotonine correctement. Et on a besoin également de temps en temps d'un petit peu de bonheur, c'est-à-dire un sourire. Le sourire, quand tu souris, ça crée de la sérotonine. De la même façon, un comportement heureux, un comportement joyeux, va t'aider toi et les gens qui sont autour de toi à fabriquer de la sérotonine, surtout quand on rigole par exemple, mais également le sport, bien sûr. Le problème quand on manque de sérotonine, entre autres choses, c'est l'augmentation des symptômes de la dépression. Okay ? Donc c'est vraiment très important. Ensuite,
pour terminer avec les hormones, on parlera du cortisol, l'hormone du stress. Donc, il augmente la glycémie, il inhibe les réponses du système immunitaire, il régule les métabolismes des lipides, glucides, protides et il régule également, il aide ou pas à réguler le cycle veille-sommeil. Sa source essentielle, c'est le stress. Quand tu reçois une grosse dose de stress, ton corps fabrique du cortisol. Et qu'est-ce que ça fait? Quelles sont les influences du cortisol? Sur un enfant, il ralentit la croissance des os et des cartilages, et sur les adultes, il a tendance à créer de l'ostéoporose. Mais pas que, bien sûr. Il y a d'autres problèmes que ça peut créer. On passe très vite dessus. À long terme, on parle d'immunodéficience avec infection. On parle de risque pour le fœtus chez la femme enceinte. Et on parle également d'augmentation de maladies cardiovasculaires type AVC. Si je comprends bien, Yann, le cortisol est une hormone qui peut être utile si elle n'est pas sécrétée de manière trop longue et durable. Mais c'est une hormone qui est présente dans notre corps, qui peut être utile à des occasions, mais pas si elle est perpétuellement sécrétée. Et tout à fait. Elle est même très utile en cas d'agression parce que Voilà. tu vas avoir le poil qui se hérisse, ça c'est l'adrénaline, mais tu vas avoir également le fait que ton système immunitaire est en pause. Ça va donner de l'énergie au reste du système pour courir, se battre, nager, grimper à un arbre pour se mettre en sécurité. Donc, elle a une fonction essentielle en effet. Mais un peu de cortisol chaque jour, il n'y a pas de problème. Par exemple, quand tu fais une compétition de tennis à haut niveau, tu as du cortisol, mais en même temps, tu réalises des performances. S'il y a trop de cortisol tous les jours, comme tu l'expliques, là, les problèmes arrivent et les problèmes très sérieux. Et Donc, notamment, oui, et notamment l'immunodéficience. On en reparlera, c'est tout énorme. à fait. Tout à fait. L'influence des hormones sur notre corps est tout à fait énorme. Hein. Nous sommes des êtres hormonaux. Donc ensuite, on va effleurer ce que j'appelle la santé sociale, c'est-à-dire la qualité des rapports individuels. Par exemple, imaginons, moi je suis sain d'esprit, toi tu es sain d'esprit, et à chaque fois qu'on se voit, on se tape sur la gueule. Il va y avoir un problème, et ça va causer des problèmes physiques, psychologiques, etc. Donc, dans la santé sociale, je mets des symptômes de groupe. Par exemple, le harcèlement à l'école. Le harcèlement à l'école, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'individus, bon, des enfants, qui s'en prennent à un autre enfant. C'est l'effet mouton noir. Alors, comment ça marche? Dans un groupe social, peu importe, en famille, avec des collègues, etc., si tu es capable, dans ce groupe, de te donner des preuves d'affection, d'estime, de respect, alors on va bien s'entendre et ça va le faire. Par contre, si le groupe ne peut pas se montrer des preuves de respect, d'amour et de câlin, alors le groupe va choisir un élément externe, c'est-à-dire un mouton noir, pour lui taper dessus, afin de solidariser le groupe ensemble. D'accord? On est unis contre un ennemi commun, si je puis dire. Alors que cet ennemi ne nous a rien fait. D'accord? Ça, c'est une réaction normale. Okay? Deuxième chose, la déprivation. La déprivation, c'est quand tu avais quelque chose avant et que tu ne l'as plus. Par exemple, un enfant qui perd sa maman dans un accident tragique. Vous voyez, il avait une maman et il ne l'a plus. Et ce genre de problème crée des comportements dits antisociaux, tels que casser, brûler, taper, voler, etc., qui peuvent évoluer vers la délinquance, bien sûr, et la criminalité. Donc, en fait, faire ça à des enfants, c'est très mauvais. Leur empêcher, leur interdire de se donner de l'amour et de l'affection va créer des problèmes sociaux de groupe. Ça, on le sait depuis les années 60-70. Et on le sait comment? On le sait grâce à Winnicott. Winnicott, c'est un psychologue de l'époque. Donc, je vais tâcher de vous lire la petite citation que j'ai mise, qui parle de son livre. Hein. Winnicott, Voler, détruire, l'appel au secours de la tendance antisociale. Certains enfants et adolescents ont une façon particulièrement provocante et dérangeante de demander de l'aide. Le vol, le mensonge, la destruction, mais aussi la gloutonnerie, l'énurésie, sont au nombre des manifestations de ce que Winnicott nomme la tendance antisociale. Mode d'interpellation qui n'attire pas particulièrement la sympathie, ces symptômes ont même la particularité d'être désagréables à l'environnement, jusqu'à l'insupportable bien souvent quand ils touchent personnellement. Quand ton enfant met le feu au rideau du salon pour t'emmerder, là c'est clair que ça devient... Mais c'est un message, ça reste un message de sa part. Ça veut dire quelque chose. Et de la même façon, quand deux adultes se battent, se tapent dessus, ça veut dire quelque chose. C'est pas de la communication non violente, c'est de la communication violente. Voilà. Et la réponse du gouvernement français à ce genre de problème dans les écoles a été de responsabiliser les enfants sur les effets de l'ingénierie sociale dont ils étaient l'origine.
C'est-à-dire que l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a décidé de créer un pacte social où les enfants vont dire oui, je promets d'être gentil. Sauf qu'on les pousse à être méchants. Donc ça les met à la fois dans une situation où ils doivent être méchants pour survivre, et en même temps, ils n'ont pas le droit et on leur reproche. C'est vraiment pas de leur faute. Vous voyez. J'appelle ça des structures palliatives, hein, où le gouvernement met en place la cause qui crée les problèmes et en même temps fait semblant de trouver les solutions tout en maintenant le problème. Comme tu dis, ils font semblant de trouver une solution. Et on va comprendre au fur et à mesure des exposés successifs que on sait très bien tout ça. On sait très bien tout ça. Donc, je vais passer à la suite. Donc, les problèmes de communication. Là, j'ai mis un panneau, une porte japonaise classique. Pourquoi? Parce que ces portes japonaises de l'époque classique sont faites en papier. D'accord? Ce qu'on observe, ce dont j'ai discuté avec d'autres psychologues du travail, c'est la difficulté à résoudre les problèmes interpersonnels dans les groupes quand les gens sont masqués. En effet, dans la science de la communication, un masque, si je fais ça, c'est un bruit, c'est-à-dire que ça t'empêche de m'entendre. Ça t'empêche de m'entendre et ça t'empêche de me voir. C'est donc un bruit auditif et visuel. Un bruit, ce n'est pas forcément du son. C'est quelque chose qui empêche la communication. Là, si je construis un mur en briques, c'est du bruit. Ok. Ça, c'est dans la théorie de la communication de Shannon. Donc, maintenant, on va rentrer dans le dur. Vraiment, c'est le gros du sujet, c'est la santé mentale. Moi, c'est ma spécialité. Donc ça, c'était juste pour faire une petite introduction. Et dans cette partie santé mentale, je vais commencer par vous expliquer comment j'ai fait pour mon investigation. Donc, c'est une méthode assez classique. D'abord, on définit l'objet d'étude, de quoi on parle. Ensuite, on collecte les diagnostics de terrain. Moi, je suis allé voir chez des spécialistes, des psychologues, des pédopsychiatres, des orthophonistes, etc. Ensuite, on cherche un cadre théorique de référence pour mieux comprendre le problème. Et enfin, on conclut. Voilà. Alors là, dans la présentation, la définition de l'objet d'étude se fera à la fin, parce que pour l'instant, on va dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. On va essayer de le découvrir ensemble. OK ? Alors, le diagnostic de terrain. Moi, ce que je suis allé chercher donc, chez des spécialistes, c'est quels étaient les symptômes qu'on a relevés sur le terrain. Alors d'abord, les symptômes de la dépression. Il faut savoir que plus de 60% des enfants ont au moins un symptôme de la dépression en plus quand ils vont à l'école avec les protocoles sanitaires. À savoir, humeur triste, perte d'intérêt ou de plaisir dans la plupart des activités, perte ou prise de poids, insomnie ou hypersomnie, agitation ou ralentissement psychomoteur, ralentissement cognitif, on réfléchit moins vite, donc on a des mauvaises notes à l'école, fatigue, perte d'énergie, psychasthénie, c'est-à-dire fatigue mentale, culpabilité excessive, sentiment de dévalorisation parce que c'est ta faute, tu dois porter un masque parce que sinon les conséquences seront de ta faute, trouble de la concentration, bien sûr, pensée morbide, idées suicidaires, et le dernier symptôme étant le suicide. Pour rappel, le suicide nuit gravement à la santé. Et oui, il faut le dire, c'est la santé psychologique influence la santé physique, bien sûr. Quand tu es mort, tu es mort. Il faut préciser que toute cette recherche, tous ces résultats, tu les as eus tu n'as pas deviné ça, tu as été voir des gens qui t'ont dit qu'ils remarquaient ça suite à la mise en place des protocoles sanitaires, etc., etc. Oui, tout à fait, mais ça va plus loin. Par exemple, les symptômes de dépression, je les tire de l'étude COKI, CO-KI de 2020, Corona Children Studies. Alors, c'est en anglais, First Result of a Germany-wide Registry on Mouth and Nose Covering in Children, c'est-à-dire premier résultat d'une enquête sur l'Allemagne entière sur les masques qui couvrent la bouche et le nez chez les enfants. Donc, étude menée sur 25 930 enfants qui portaient en moyenne 4 heures de masque par jour. C'est un beau panel, hein, parce que j'entends déjà ceux qui disent complotisme, hein, et qui brandissent ça pour qu'on arrête de penser. Ces résultats, donc 25 900 enfants chez qui on constate un ou plusieurs de ces symptômes dépressifs. Merci Yann. Voilà. Mais je t'en prie. Alors, pour rappel, 25 000, c'est énorme. On considère en psychologie qu'à partir de 1000 personnes, on a un échantillon très bien, qu'à partir de 5 000, on a un truc super béton. C'est très représentatif. C'est beaucoup. 25 000, c'est énorme. Hein, on ne peut pas passer à travers.
Ensuite, les symptômes généraux, donc c'est-à-dire les symptômes de la vie de tous les jours de la psychologie normale. Alors là, je vous l'ai fait. Énurésie, stress, aphasie, baisse d'énergie ou hyperactivité, troubles du sommeil, retrait émotionnel, confusion émotionnelle, psychologique ou intellectuelle, régression du langage. Ça, je l'ai vu moi-même sur mon propre enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui apprend à parler perd des syllabes. Il savait dire quelles syllabes, maintenant il ne sait plus les dire, il faut réapprendre à parler. C'était très compliqué. Phobie scolaire, anxiété, troubles obsessionnels compulsifs, angoisse, névrose d'angoisse, psychose. Alors là, la psychose, c'est vraiment très grave. Hétéroagression, c'est-à-dire taper sur les autres. Auto-agression, c'est-à-dire se taper soi-même, la tête contre les murs, ou même automutilation, avec des rasoirs ou des couteaux, ça se fait dans les écoles. Syndrome de stress post-traumatique et traumatisme de guerre. Alors moi, la question que je pose, qui m'a vraiment interrogé, c'est comment est-ce qu'il est possible qu'un enfant en France puisse souffrir de traumatisme de guerre en sortant de l'école? On n'est pas à Gaza. Donc, un enfant ne devrait pas souffrir de traumatisme de guerre. Alors, pour trouver les réponses à ces questions, moi, je suis allé chercher assez loin quand même un cadre théorique de référence. Est-ce qu'il y a déjà des recherches là-dessus? Et bien, vous savez quoi? J'en ai trouvé, et j'en ai même trouvé un paquet. Donc, si tu n'as pas de questions, on passe directement à la suite. Vas-y. Alors, allons-y. Moi, le cadre de référence que j'ai choisi, c'est le docteur Donald Hebb. C'est-à-dire que lui, c'est un psychologue des années 30 à 40, Amérique, États-Unis, Canada. Lui était spécialisé dans l'approche neuronale du cerveau. C'est un des messieurs qui a révolutionné l'approche neuronale du cerveau. Avant, on pensait par zone. Tu sais, si tu as la bosse des maths, alors tu es intelligent. Lui, il a compris que c'était des neurones. Donc ça, c'est à partir des années 40. Et à partir des années 50, ce professeur d'université en psychologie très reconnu a commencé à travailler avec d'autres partenaires. Alors, ce n'est pas moi qui veux raconter cette histoire. On va diffuser une petite vidéo sur quelle a été la carrière du docteur Donald Hebb à partir des années 50. Il a commencé à travailler sur l'isolation sensorielle. Vous connaissez ce mot, mais qu'est-ce que c'est en vrai? Donc, je vous propose qu'on regarde maintenant la vidéo du docteur Hebb. On y va.
Voilà. Ça va, c'est parlant, évidemment. Ça fait penser à Dr Mengele, hein, qui pratiquait des expériences comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale, à la solde des nazis, mais aussi à MK Ultra, hein, le programme MK Ultra dont tu vas peut-être parler, dont parle notamment Naomi Klein au début de son livre La stratégie du choc. Tout Et, à fait. et- et- et ça paraît toujours très théorique, mais quand on pense à Guantanamo aussi, aux tortures que certains ont subies, je me souviens avoir lu que il y en a un où on avait fait le supplice de la noyade et il était mort 120 fois, je crois, et on l'avait réanimé 120 fois. Donc tu sais, chaque fois, il avait un drap avec de l'eau, il perdait connaissance, mais son cœur s'arrêtait, hop, on le réanimait. Donc voilà, très très instructive vidéo. Bah, en effet, comme tu dis, ça va très loin. Et ces recherches donc, sur l'isolation sensorielle ont ensuite été récupérées dans le cadre du programme MK Ultra. Pour rappel, le programme MK Ultra, c'est un gros dossier dans lequel on met plein de petits programmes, d'accord, plein de petites recherches. Donc ça a été intégré dans MK Ultra. Après, MK Ultra, ça veut dire Mind Control Ultra. Donc, qu'est-ce qui va être utilisé pour contrôler l'esprit du sujet? Mais là, Donc, ce que tu veux montrer, évidemment, que c'était pas toujours quelque chose qui est mis en place de manière spectaculaire comme à Guantanamo ou dans les programmes avec Ultra, mais que c'est quelque chose qui était utilisé de manière beaucoup plus, euh, euh, disons, vicieuse dans le cadre du Covid et tout ça, hein. tout à fait, c'est ce que dit le docteur Ebb, c'est que ce qu'il a mis au point, il ne s'en rendait pas compte à l'époque, mais ça pourrait être utilisé comme une arme extrêmement vicieuse. D'accord? Peu importe que j'ai l'air d'être habillé en geôlier horrible ou que je sois ton meilleur ami, si tu tombes dans mon piège psychologique, ça ne change rien pour toi. D'accord? Et il faut rappeler que les pièges psychologiques, contrairement aux pièges à loups, sont invisibles. Quand tu tombes dans un piège psychologique, tu ne comprends pas le piège. Et c'est ça le vrai piège. Et comme tu ne comprends pas le piège, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mhm. Donc, je suis allé chercher un peu plus loin, notamment dans le Q-Bark. Ils en parlent dans cette petite vidéo qui est un extrait de Naomi Klein, La théorie du choc, vraiment documentaire que je conseille à tout le monde, hein, facile à trouver. Donc, dans le Q-Bark, moi j'ai appelé ça phase 4 parce que j'ai découpé en plusieurs phases. Il y a énormément de façons de créer une isolation sensorielle. Là, c'est l'isolation totale telle que décrite dans le manuel. Donc, on met quelqu'un dans un lit, on le sangle, on l'attache, on lui bouche les yeux, les oreilles, les mains sont capitonnées, il ne peut plus rien toucher, il porte des chaussures, il ne peut pas se toucher lui-même, d'accord? Tous ses sens, sa sensorialité est éteinte. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, eh bien, il va être face dans le noir, seul contre ses projections inconscientes, et ça va être tu as très vite des hallucinations très graves. Donc, oreilles bouchées, yeux bandés, mains capitonnées, chaussures, et le sujet ne peut pas bouger. Ça, c'est la procédure. La méthode de coercition, pour obliger le sujet à rester comme ça, à adopter le comportement voulu, c'est de l'attacher. Bien sûr, c'est un adulte, sinon il ne se laisse pas faire. Ensuite, on va redescendre à la phase 3. Ah oui, voilà, ça c'est une petite citation. Sur la déprivation sensorielle est une façon d'obtenir une extrême monotonie. Elle cause une perte des capacités critiques. La pensée est moins claire, on ne peut plus réfléchir. Le sujet se plaint qu'il ne peut même plus rêvasser. Et quand vous avez des étudiants qui ne peuvent même plus rêvasser, vous êtes dans une mauvaise voie, dit le docteur Donald Ebb. Donc ensuite, on redescend à la phase 3, c'est-à-dire une torture d'isolation sensorielle moins intense. Alors, quelle est la procédure? Alors, d'abord, cette photo a été prise à la prison de Guantanamo Bay, dont tu parlais il y a 2 minutes, à Cuba. C'est une prison militaire américaine où on a le droit de torturer les détenus. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, ils font ce qu'ils veulent, absolument tout ce qu'ils veulent. Comme tu disais, ils peuvent te tuer, être animés 120 fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oreilles bouchées, yeux bandés, mains capitonnées et une distanciation sociale d'environ 2 mètres. Et ils portent un masque en papier, un masque chirurgical bleu. La méthode de coercition pour les obliger à rester comme ça, c'est les menottes. Bien sûr, ce sont des adultes. Si tu essaies de leur faire ça, ils vont se défendre. Donc, il faut les attacher. Menottes ou alors, des fois, c'est des ficelles pour les accrocher. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on va redescendre à la phase 2. La phase 2, bon, ça, c'est une manif qui a été réalisée par Amnesty International. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur leur site. Ils ont fait un dossier sur la prison de Guantanamo Bay ainsi que les tortures qui sont affligées là-bas. Quelle est la procédure? Yeux masqués, un stress auditif avec un chien. Là, le chien a l'air gentil parce que c'est une manif, mais normalement, le chien te critique.
et une distance sociale. C'est tout. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Et bien sûr, ils sont menottés. Voilà, c'est pour de faux. OK. Et alors, on va redescendre à la phase 1. On va retourner à Guantanamo. Ça, c'est une photo qui est très connue et qui s'appelle la torture au masque. Alors, la procédure est très simple. Un masque en papier chirurgical et une distanciation sociale. C'est tout. La seule procédure pour torturer ces individus, c'est un masque en papier et une distanciation sociale. Bien sûr, eux aussi, ils ont des menottes, sinon ils ne se laisseraient pas faire. Voilà. Alors, à quoi ça va nous amener? Ça nous fait penser à quelque chose, évidemment. Tu penses à quelque chose? Donc voilà, maintenant on va essayer de comparer l'incomparable. Vous voyez? Là, c'est une photo d'une école prise en France en 2021, peu importe où se trouvait cette école. Quelle est la procédure qui est utilisée sur cette photo? Un masque en chirurgical ou en papier ou en tissu, une distanciation sociale d'1,50 m et pas de menottes. Pas besoin de menottes avec les enfants. Prison, on ne met pas des menottes à des enfants. Sauf que là où toi tu vois peut-être pas de menottes, moi je les vois. Parce que les menottes sont psychologiques. Les menottes psychologiques, c'est une méthode de coercition qui va obliger les enfants à rester comme on leur dit. Il s'agit de la culpabilité, quelque chose de très fort, la culpabilité d'être la cause du décès des êtres chers, quand on te dit que tu vas tuer ta grand-mère, mais également des punitions et des menaces et de l'exclusion du groupe. On a même eu des témoignages d'enfants qui se faisaient taper par les autres enfants parce qu'ils n'étaient pas bien masqués ou pas bien comme il fallait. Donc en fait, là, on commence à se rendre compte que Il manque plus que l'uniforme orange, là. Aussi. voilà, il manque plus que l'uniforme orange. La seule différence étant la couleur des habits et l'âge des sujets. Alors là, on va passer par ce qu'on appelle la psychologie comportementale. Hein. Alors, en psychologie comportementale, on a cette petite formule qui dit R égale F PS. Ça veut dire R et le résultat est fonction de P et de S, P étant la personne et S étant la situation. Le résultat est fonction de la personne et de la situation. Alors, R, dans notre cas, c'est le symptôme, par exemple traumatisme de guerre, c'est le résultat. Le résultat du traumatisme de guerre est dû à la personne, l'enfant, le fait que ce soit un enfant soumis à une situation de torture psychologique. D'accord? En fait, on va se rendre compte petit à petit qu'il n'y a pas tant de différence. Pour illustrer, en 2001, à gauche, j'ai acheté un éléphant gris. Et je l'ai mis dans mon jardin parce que j'ai un grand jardin et j'adore ces grosses bêtes. Mais je trouvais ça un petit peu tristounet, tu vois. Alors en 2020, je l'ai repeint en rose. La question que je pose, c'est est-ce que c'est toujours un éléphant? Tu vois, en 2001, à gauche, j'ai acheté un éléphant gris. Mais je trouvais ça un peu tristou. Je sais pas, je trouve ça un peu triste. Alors, à droite, en 2020, je l'ai repeint en rose. Est-ce que c'est toujours un éléphant? C'est pas à moi de répondre. Hein. Chacun comprendra bien ce qu'il voudra. Donc, ça pose des questions. Là, une petite citation du docteur Ebb. Je n'avais aucune idée quand je suggérais cela, c'est-à-dire il parle d'isolation sensorielle, quelle arme vicieuse, quelle arme potentiellement vicieuse cela pouvait être. Bien sûr, il est extrêmement vicieux de te dire, quand tu ne sais pas ça, que si tu t'enfermes chez toi, tu vas finir par peut-être déprimer et te suicider, mais tu n'étais pas forcément au courant, parce que c'est une arme très vicieuse. Donc, tout ça, ça va nous amener, maintenant qu'on a compris un peu de quoi on parle, à définir notre objet d'étude, à savoir une expérimentation psychosociale de masse sur des enfants, sans étude d'impact, sans accord des parents, de méthodes de torture psychologique de niveau militaire. Et je dis bien de niveau militaire parce que dans la torture, les militaires sont les meilleurs. Donc c'est eux qui ont les techniques les plus efficaces pour te détruire psychologiquement. Et je dirais aussi, Yann, pour revenir en avant, que ce qui est peut-être encore plus vicieux, c'est que on a rendu le sujet, on a fait de la pression, de l'oppression, on l'a rendu intrinsèque. Disons qu'à Guantanamo, c'est des sujets extérieurs qui torturent d'autres personnes. Donc tu as encore la capacité, je dis pas c'est atroce, hein, mais de considérer que ton bourreau est un individu, alors que dans la manipulation Covid-19, tu es ton propre bourreau parfois.
Pas toujours, mais tu es aussi ton propre bourreau. Alors, non seulement tu es ton propre bourreau, mais tu vas être le bourreau de tes enfants. Je veux dire, c'est encore pire. Moi, j'ai entendu plein de personnes qui disent, bon, bah alors là, voilà, je vais travailler à l'usine, je vais travailler à la mine, mais je voudrais pas que mon enfant subisse la même vie que moi, vous voyez. Alors moi, la question à laquelle on répondra dans les prochains épisodes, c'est comment on a fait pour que tu te tortures toi-même. Comment on a fait pour t'amener à toi-même torturer tes propres enfants en imaginant que c'était bien. Ça, c'est l'utilisation des techniques de manipulation, d'accord, qui vont nous permettre d'implémenter les protocoles de torture psychologique, autrement appelés protocoles sanitaires. Ok, Ouais, mais ça c'est passe très mieux. vaste, il y en a pour des heures. Donc on va bien rigoler après, vous allez voir, je vous ai mis la grosse tartine. Donc ça, c'est les protocoles sanitaires. Qu'est-ce que c'est? Voilà, la définition de notre objet d'étude. Donc une fois qu'on a compris ça, on se demande, mais à quoi ça sert? Dans quel but? D'accord? Donc il faut bien comprendre la différence entre un effet primaire et un effet secondaire. Par exemple, on a parlé beaucoup depuis ces dernières années d'effets secondaires, mais si l'effet dit secondaire est plus important que l'effet primaire, alors on peut considérer que c'est l'effet principal. Mmh. Par exemple, si un protocole de protection sanitaire ne te protège pas et occasionne de graves dommages, alors on peut considérer que les graves dommages et effets secondaires sont en fait les effets primaires et que les effets secondaires seraient plutôt la protection. Et Alors, que l'effet primaire est un mensonge pour masquer les effets secondaires. Dire que l'effet primaire qu'on présente, c'est pas moi qui le dis, c'est toi, mais je suis vraiment beaucoup d'accord. Donc, pour illustrer un petit peu ça, je vous propose une vidéo que j'ai appelée Un ours au Bataclan, d'une spécialiste, une psychologue spécialiste, qui va vous expliquer un petit peu les conséquences des traumatismes psychologiques sur les enfants. Et accrochez-vous. Pour moi, c'est de vous faire comprendre à quel point les violences que peuvent subir les enfants dans leur enfance vont avoir des conséquences à long terme, à l'âge adulte, avec un risque de perdre 20 ans d'espérance de vie. Je vais vous demander de faire un petit exercice et de vous imaginer que vous croisez un ours dans la forêt. Si vous croisez un ours dans la forêt, votre cerveau va commander la sécrétion à vos glandes surrénales d'adrénaline et de cortisol. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir le choix de combattre cet ours ou de le fuir. L'adrénaline, le cortisol, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner une tachycardie. Votre cœur va s'accélérer, votre tension artérielle va augmenter, votre respiration va se modifier. Tout ça pour amener plus de sang au niveau des muscles nobles, les biceps, notamment les muscles des bras, des jambes, pour que vous puissiez avoir la capacité de combattre cet ours ou de le fuir. Votre foie va se mettre à sécréter du glucose, qui est notre énergie, notre carburant. Et pour que vous puissiez avoir cette énergie de combattre ou de fuir cet ours, votre système digestif va se mettre au repos et votre système immunitaire aussi. Une fois que vous aurez combattu, vaincu cet ours ou que vous aurez pris la fuite, alors un thermostat va se mettre en place et le cerveau va arrêter de commander la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, retour à l'état de base. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'ours rentre à la maison tous les soirs? En fait, votre thermostat ne fonctionne plus. L'adrénaline, le cortisol est sécrété en permanence. Et finalement, avec ce bref exposé, vous avez les conséquences des violences faites aux enfants. Vous avez 2 fois plus de maladies cardiovasculaires. Vous avez 2,3 fois plus de maladies respiratoires. Vous allez avoir 2 fois plus de cancers, 11 fois plus de démence. Vous allez avoir de l'asthme. Votre tube digestif ne va plus bien fonctionner, donc on a des troubles fonctionnels intestinaux. Votre système immunitaire va aussi mal fonctionner. Et on a énormément de pathologies auto-immunes en conséquence chez l'adulte des violences faites aux enfants. Donc ça, c'est quelque chose de très important, de s'imaginer que ces violences ont des conséquences. Et ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que si vous croisez aujourd'hui, en 2024, un survivant du Bataclan, qui a encore du mal à sortir de chez lui, qui sursaute au moindre bruit de portière, de voiture, jamais vous n'allez lui dire « Oh, écoute, c'était en 2015, là, faudrait peut-être passer à autre chose. » Jamais. Parce que vous pouvez vous identifier à la peur qu'il a subie. On oublie que les enfants qui sont victimes de violences psychologiques, physiques, sexuelles, vivent un Bataclan tous les soirs. Moi, quand je rentrais chez moi le soir, je me demandais si je serais encore vivante le lendemain matin. Et si j'étais pas à l'école le lendemain matin, est-ce que quelqu'un allait appeler la police et les pompiers? Quand tu es victime de violence, tu vis un Bataclan tous les soirs. Sauf que, à l'âge adulte, on te dit, écoute, c'est quand tu étais enfant, faudrait peut-être passer à autre chose. C'est ça aussi qui fait qu'on minimise les violences faites aux enfants.
c'est qu'on considère que la plasticité cérébrale ou le développement devrait faire disparaître ces violences subies. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut faire prendre conscience aux académiques, aux politiques, à la société tout entière. Ces enfants vivent un Bataclan tous les soirs. Quel bel exposé, hein. Ça revient justement à ce qu'on disait par rapport au cortisol qui pouvait être sécrété de manière provisoire, mais pas tous les jours. On se rend compte aussi on sait de la faiblesse des enfants, mais à quel point on fait le contraire, en fait, plutôt que les traiter comme être faibles qui n'ont pas la défense. On considère justement que c'est une belle métaphore par rapport au Bataclan, hein. On dira jamais à un gars qui a vécu le Bataclan, allez, c'est bon, c'est 2015, les enfants, mais non, c'est passé. Mais c'est aussi excellent l'effet sur la santé, maladies cardiovasculaires, cancer, maladies pulmonaires. La totale. C'est quel extrait fabuleux et fabuleusement effrayant. Tout à fait. 11 fois plus de démence, hein, pour un traumatisme subi dans l'enfance. 11 fois plus de démence à l'âge adulte. 11 fois plus, ça fait 1200% quand même, hein. C'est tout à fait catastrophique, mais en effet, cette dame explique très bien, donc je ne vais pas... Et c'est pas pour... Mais je te dirais aussi, c'est pas pour rien que maintenant l'État a fait ça, et maintenant les remboursements pour les jeunes sont... Les 10 premières séances sont remboursées de psy. Oui. Donc Oui, en même temps, ils détruisent et puis... Et ils ne reconstruisent pas. Ouais. Parce qu'une personne qui a eu des petits problèmes, par exemple, tu as des problèmes dans ta vie, j'ai des problèmes dans ma vie, je vais voir un psy pour ranger un peu le bordel que j'ai dans ma tête. La plupart des gens qui vont voir un psy ne sont pas fous, hein. C'est juste qu'il leur arrive des choses qu'ils n'arrivent pas trop à gérer parce que c'est trop. Par exemple, plusieurs décès dans la famille, on va voir un psy, on range le bordel. Là, c'est faisable en 8 à 10 séances. Mais quand on rembourse les 8 ou 10 premières séances, qui on laisse de côté? Les plus graves, ceux qui en ont le plus besoin. Il ne leur faudra pas 10 séances, il en faudra 100, il en faudra 1000. Et eux, vraiment les plus touchés, ils devront payer. Donc, on les laisse intentionnellement sur le côté. Donc, dans quel but? Les protocoles sanitaires, dans le but de soumettre la population en vue d'importants travaux d'ingénierie sociale, de soumettre la population à l'injection d'une soupe de transfection génique. Hein, le but étant, par la torture psychologique, de soumettre le sujet à ma volonté. C'est à ça que ça sert la torture et la torture psychologique plus particulièrement. Donc là, on arrive vers la fin de ce court exposé. Pour rappel, dans la loi française, il y a l'article 222 du Code pénal qui parle de torture et des actes de barbarie, à savoir que c'est 10, 20 ou 30 ans de prison ferme pour toute personne qui torturerait une autre personne, et c'est encore plus grave, bien sûr, quand c'est fait à des enfants. La torture comprend des méthodes de torture, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Ça ne pose pas de problème pour la loi française. Donc, pourquoi j'ai mis cette petite photo, là, vous voyez? C'est un camp de prisonniers de guerre, quelque part au Moyen-Orient. Vous noterez que les gens sont assis, la plupart, sont socialement isolés, c'est-à-dire ils ne se touchent pas, ils sont à 1 ou 2 mètres de distance. Et cette fois-ci, ils n'ont pas la bouche et le nez masqués, mais les yeux masqués. On leur coupe la vue. C'est donc encore de l'isolation sensorielle, de la torture psychologique faite sur des prisonniers de guerre, ce qui est illégal dans les règles de la guerre. Donc, je vous propose qu'on se rappelle un petit peu les faits, la réalité de ce qui se passait dans les écoles, avec une courte vidéo de 2 minutes qui va nous parler des jetons de respiration. Les faits. Les écoles ont donné des jetons pour pouvoir respirer. Oui, aux enfants. Certaines écoles... C'est quoi, tu as bien gardé ton masque, voilà, maintenant tu peux le retirer pendant 10 secondes? Non, c'est plutôt des enseignants qui ont constaté que, en effet, c'était trop dur pour des enfants de respirer avec le masque, qu'ils étouffaient, qu'ils en pleuraient, qu'ils suppliaient en fait de pouvoir respirer, qui partaient parfois dans les toilettes pour respirer. Et donc, certains enseignants ont l'idée de mettre en place des jetons de respiration. Donc, on donnait 3 jetons aux enfants et ils devaient gérer eux-mêmes tout au long de leur journée à quel moment ils allaient utiliser ce droit de respirer. Ce sont des enfants de 7-8 ans, on parle là. Oui,
Bah, c'est horrible en fait. Ce que me disaient les enfants, c'est je faisais en sorte de les garder le plus longtemps possible en me disant peut-être que j'aurais plus besoin cet après-midi de respirer que ce matin. Soit l'enseignant se dit c'est une règle de protection et il y a aucun souci et du coup l'enfant le garde parce que ça le protège et qu'il doit pouvoir bien respirer avec. Mais encore que si l'enfant se plaint, on doit l'écouter et le laisser quand même respirer. C'est quand même la base de la vie, de respirer. Soit c'est pas bon pour lui et dans ces cas-là, le masque on le retire immédiatement. Mais des jetons de respiration, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a eu plein de choses comme ça qui se sont mises en place et moi je pense que on est vraiment tous prêts pour le crédit social. Okay. C'est assez troublant en tout cas qu'on se mette à parler d'un retour à ce type d'éducation, donc qui utilise des châtiments psychologiques. Et là on voit qu'on est vraiment même dans l'ère de la perversion éducative, puisque certains professionnels recommandent d'appliquer des châtiments psychologiques tout en étant très calme avec l'enfant, en gardant son contrôle, en lui disant qu'on l'aime très fort, etc., et que c'est pour son bien. Donc c'est très pervers. On salue d'ailleurs Romain de François qui est désormais chez Nexus. Des jetons de respiration. Mais parce que les enfants supplient qu'on les laisse respirer. Quelle perversité! On pense aussi à une forme de résonance chez des sujets réellement pervers qui profitent de cette situation sociale pour, en toute liberté, pouvoir exprimer leurs pulsions sans susciter l'ire et la haine de la population. C'est fabuleux pour des pervers. C'est tout à fait fabuleux parce que, justement, c'est un des principes de la perversion, c'est que je suis vachement sympa avec toi, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, je fais tout ce que je peux pour toi et je te fais du mal. Et donc, ça provoque un décalage dans ton cerveau qui va faire que, oui, mais cette personne est gentille. Oui, mais j'ai mal. Et du coup, ça va te faire péter un boulon. Hein, c'est clair et net. Hein. C'est comme ça qu'on va harceler les gens quand on est un pervers narcissique, par exemple. Hein. C'est une des méthodes. Mais c'est pour ton bien, oui. On recommande la méthode du pervers narcissique pour punir les enfants. Je ne savais pas que c'était besoin de punir les enfants pour leur enseigner quelque chose. Et encore, Yann, on parle de ces jetons de respiration, hein, mais c'est parce que cette dame témoigne qu'on l'entend. Mais à mon avis, il y a tellement de choses qui ont été mises en place dont on n'est pas au courant, tellement de brimades et de vexations individuelles dont on ne saura jamais ce qui s'est passé. C'est vraiment, vraiment une catastrophe sanitaire mondiale et peut-être la pire. Mais oui, non, même pas peut-être, la pire de toute l'histoire de l'humanité, sans doute. Hein, parce qu'à une échelle... C'est une échelle inimaginable. Quand un enfant est traumatisé, en général, il ne parle pas. Hein. Si un enfant se fait violer, en général, il ne va pas venir te dire qu'il se fait violer. Non, parce qu'il se sent... Tu arrives à le faire s'exprimer, il va peut-être te raconter quelque chose, mais c'est très difficile de tirer les vers du nez à un enfant qui ne va pas bien. Donc, là, ce que j'ai raconté là depuis 45 minutes a l'air assez hallucinant et même science-fictionnel. Probablement que derrière ton écran, tu n'auras pas envie de croire ce que je dis. Et tant mieux pour toi. Je t'invite à vérifier, d'une part. Et d'autre part, dans les prochaines émissions, on passera plusieurs émissions à expliquer comment on a réussi à pousser des adultes à faire ça à des enfants, mais également à des personnes âgées, dans des EHPAD, à des personnes dépendantes. Et vous allez, petit à petit, vous allez comprendre que oui, ça n'est pas de la science-fiction. C'est vraiment la réalité. Donc, pour finir, moi, je voudrais laisser passer à la dernière diapo. Et si tu as quelque chose à dire, sinon, je voudrais laisser le mot de la fin aux enfants. Parce que. Mais avant, ouais. C'est le mot de la fin. Ouais, tu diras pourquoi, mais si c'est le mot de la fin, juste pour dire qu'on passera ces émissions, la suite, c'est passionnant. Merci Yann Charrier d'abord. Avec plaisir. Ça faisait longtemps qu'on devait faire ça. Enfin, on a fait la première. Mais je propose aussi de faire les prochaines à des rendez-vous fixes et peut-être en direct. Avec plaisir. Nous ferons ça en direct et nous tiendrons informés, ceux qui nous suivent, quel jour et à quelle heure nous ferons ça. On doit encore le définir, mais voilà, vous serez au courant. Merci déjà en tout cas, Yann, pour cette préparation qui prend du temps aussi, hein, avec ces extraits qui dynamisent aussi l'interview et qui sont effrayants, mais voilà, il faut passer par là pour
réaliser ce qu'ils ont fait aux enfants, aux adultes, aux vieux, à tout le monde. Et à quel point ils ont détruit le tissu social qui était déjà abîmé. Hein. Oui, c'est une des façons de dominer la population, c'est de détruire le lien social. C'est pour ça qu'on a un ministère du lien social. Ça n'a aucun intérêt, mais parce que le lien social, c'est pas entre le ministère et toi, c'est entre toi et ton voisin, toi et ta famille, toi et tes amours. Ça, c'est du lien social. Mhm. Moi, je voulais te remercier particulièrement d'avoir eu le courage de répondre à mon message, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas eu. Donc, je te félicite à toi, ainsi qu'à toute ton équipe pour votre excellent travail. Merci à Tanguy qui est à la régie et qui s'occupe des images. Écoute, c'est normal, on est là pour ça. Bravo. Donc, moi, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus qu'à laisser parler les enfants et vous comprendrez que dans le monde entier, ils pensent la même chose. We don't have to wear masks anymore!